Bonjour à tous. Alors, il me revient la tâche de vous casser les pieds encore avec ce test de concordance de script. Si j'arrive à passer la diaporama d'après, ça serait parfait. Voilà, j'ai compris. Voilà. Alors, de quoi on parle si on remet les choses dans l'ordre? C'est un examen d'évaluation du raisonnement clinique et plus particulièrement, il vise à vérifier la façon dont on interprète des données médicales quand on est face à une situation mal définie dans un contexte d'incertitude. C'est vrai qu'il est original parce que sa méthode de score est basée sur la comparaison des choix des étudiants à ceux d'un panel de cliniciens expérimentés. Et plus leurs choix se rapprochent de ceux des membres du panel, plus on pense que le raisonnement des étudiants est considéré comme performant. Et les vignettes auxquelles sont soumis les étudiants, c'est des vignettes pas bien définies pour lesquelles on ne peut pas appliquer de recommandations. Néanmoins, il y a des caractéristiques très fortes depuis très longtemps. C'est une technique d'évaluation standardisée. C'est un format qui est docimologiquement validé depuis plus de 20 ans. Et au contraire de la plupart des examens qu'on utilise encore actuellement, ça repose sur des bases conceptuelles solides issues de données scientifiques probantes. Alors, à la question pourquoi les TCS, ça revient à se poser la question, doit-on vraiment enseigner ou évaluer la gestion de l'incertitude dans la formation médicale? Eh bien, il y a des arguments de réponse. On sait que l'immense majorité des situations cliniques qu'on a à résoudre dans notre pratique médicale, dans la vraie vie, c'est des situations pour lesquelles on n'a pas toutes les données, pour lesquelles on est dans une situation d'incertitude. Il y a aussi des éléments probants qui montrent bien que une des différences majeures entre les cliniciens expérimentés et puis les novices, c'est justement cette aptitude à prendre des décisions face à ces situations mal définies. Et puis, on a aussi des publications qui ont prouvé qu'il existait une corrélation entre le manque d'entraînement à cette gestion de l'incertitude et à des pratiques médicales inappropriées, comme l'augmentation de prescriptions d'examens complémentaires ou l'augmentation des prescriptions hors AMM. Donc, très clairement, la réponse à la question, c'est oui, d'autant qu'on est maintenant dans un paradigme d'approche par compétence. La gestion de l'incertitude fait partie de la compétence médicale. Alors, pour rentrer dans le concret, voici une structure élémentaire de cas TCS. Ça se présente toujours de façon identique, standardisée. Vous avez une vignette clinique et une série de 3 questions. La vignette clinique, elle est très courte. C'est un problème, vous voyez, ce n'est pas de la médecine, mais c'est un problème de pratique courante, très basique, à laquelle on pourrait tous être confrontés. Et puis, cette vignette clinique est suivie de 3 questions qui sont agencées de façon tout à fait standardisée. Vous avez une première colonne, vous avez une hypothèse pertinente à la situation, au diagnostic dans le cas présent. La deuxième colonne, c'est l'apport d'une nouvelle information qui n'est pas comprise dans le scénario de départ. Et dans la troisième colonne, comme la tâche demandée dans un TCS, c'est bien de juger de l'impact que produirait sur le statut de l'hypothèse initiale une nouvelle information, vous avez une échelle d'opinion de Likert en 5 points qui permet de capter les réponses des étudiants avec la signification de l'échelle de Likert. Alors avec cet exemple, on peut aller plus loin sur vraiment la stratégie de raisonnement que veut évaluer le TCS. Vous voyez, la vignette clinique, elle est courte, il n'y a pas suffisamment d'informations pour pouvoir être résolu tel quel, mais il y a des indices. Ces indices nous amènent la génération d'hypothèses vraiment pertinentes. Et dans la vraie vie, face à ce type de situation, il n'y a pas plus de 2 ou 3 hypothèses. Et puis, on a bien les nouvelles informations. Et puis, on est vraiment en train de juger la valeur de cette nouvelle information pour savoir si on garde ou si on rejette cette hypothèse. On est vraiment dans un raisonnement de type hypothético-déductif. Et ça renvoie sur les bases conceptuelles du TCS, qui est basé justement sur cette stratégie de raisonnement hypothético-déductif dont on pense maintenant que c'est la modalité de stratégie de raisonnement de la plupart des cliniciens expérimentés, et puis sur la théorie des scripts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos tâches cliniques, on organise nos connaissances de façon spécifiquement adaptée à ces tâches. Ces scénarios de maladie, étroitement reliés entre eux, ces scripts, ils apparaissent dès le début de l'exposition clinique. Et puis, en processus de raisonnement, on est toujours en train de faire des micro-jugements de valeur. Donc, si on admet qu'ils existent, ils doivent pouvoir faire l'objet de mesures et de comparaisons. Alors, la méthode de notation est également un peu particulière parce que dans les situations qui sont décrites dans les vignettes,
par convention, on instaure de l'incertitude. Donc, il ne peut pas y avoir une seule bonne réponse. Il y a toujours plusieurs réponses possibles, plusieurs options. Donc, la méthode de notation doit prendre en compte cette donnée et elle est bâtie pour mesurer les décisions prises par les étudiants par rapport avec celles d'un panel de cliniciens de la discipline. Et en pratique, un groupe de cliniciens expérimentés remplissent le test individuellement dans les mêmes conditions que les candidats. Et pour chaque question, les étudiants reçoivent un nombre de points, un crédit de points qui est fonction du nombre de membres du panel qui ont fourni la même réponse. Et le score maximum à la question, c'est la réponse du plus grand nombre d'experts, ce qu'on appelle la réponse majoritaire, la réponse modale. Et les autres réponses cochées par les experts, même s'il y a des différences d'interprétation par rapport à la majorité, on est en cours de processus de raisonnement clinique, elles sont cliniquement pertinentes. Alors, c'est un processus qui est complètement automatisé maintenant et on peut avoir des analyses statistiques, des analyses d'items, des coefficients de fiabilité, les réponses des membres de panel grâce à des tableurs Excel. Donc, on a à disposition en libre accès en ligne, en particulier celui de Montréal, qui permet d'accueillir maintenant plusieurs centaines, voire milliers de participants. Alors, le principe de rédaction, il est parfaitement codifié, standardisé, publié depuis plusieurs années. Il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est la préparation. C'est un petit groupe de 1 à 2 rédacteurs, pas plus. Au-delà de 2, ça discute, ça ne produit pas. Ce groupe de rédacteurs a 4 tâches bien précises à faire. La première, il choisit les situations en fonction de la discipline, du domaine, de la cible. Il identifie la situation emblématique de la discipline adaptée au programme. Vous voyez ici une situation très classique d'urologie. Il rédige la vignette clinique avec un texte très court qui contient les informations importantes, mais pas suffisamment de données pour pouvoir être résolues immédiatement. Et à partir de ça, il choisit les hypothèses vraiment qu'il émettrait dans la vraie vie. Il n'y en a pas plus de 3 ou 4. Et pour chacune de ces hypothèses, le groupe liste les informations qu'il rechercherait pour confirmer ou pas l'hypothèse de départ. Vous voyez, c'est un travail qui nécessite une certaine gymnastique, mais qui peut être assez rapide lorsqu'on est bien organisé. À partir de ce que je viens de vous citer, pratiquement en direct live, on peut déjà agencer une question. Celle-là en particulier a été posée, elle tient la route. La deuxième étape importante, c'est qu'il faut se faire relire les questions, TCS ou pas, avec à l'aide d'un expert de la méthode, pas forcément du domaine. Alors bien qu'en pratique, les rédacteurs sont les experts, mais normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui puisse relire si les situations sont bien rédigées, si les vignettes cliniques sont bien rédigées, si les hypothèses et les informations sont adéquates. Et puis, vous n'avez plus qu'à faire passer votre panel d'experts pour avoir les scores et optimiser a posteriori. Vous voyez, c'est une gymnastique, mais qui est parfaitement codifiée, qui est bien décrite et qui, à l'échelle d'une collectivité enseignante, ne prend pas tant de temps que ça. La difficulté fait que la méthodologie de rédaction des questions la veille pour le lendemain n'est plus adaptée dans ce contexte. Alors, d'un point de vue psychométrique, c'est clair que depuis plus de 20 ans que c'est publié, on a des données très stables qui montrent que ce TCS, pour tous les niveaux de formation, toutes les disciplines médicales et paramédicales, présente des coefficients de fiabilité interne tout à fait intéressants et surtout tout à fait toujours le même effet. C'est-à-dire que par rapport aux membres du panel, ce sont toujours les plus expérimentés ou les plus anciens dans le cursus qui obtiennent les meilleurs scores, quelles que soient les situations. Ça a été aussi largement comparé aux autres formats qu'on connaît. Ici, une publication Princeps qui compare QCM à contexte riche et TCS dans le domaine de la médecine d'urgence. Et vous voyez qu'on retrouve le même effet linéaire avec les TCS, alors que les médecins experts en médecine d'urgence obtiennent des notes à peine meilleures, parfois moins bonnes que les plus novices. C'est un effet intermédiaire qui est aussi constamment retrouvé pour les QCM et les dossiers cliniques type QCM. Et aussi cet exemple, quand on compare QCM, TCS et performance clinique évaluée en stage de façon très rigoureuse, là aussi on trouve une corrélation entre la performance au TCS et la performance en pratique clinique en stage, ce qui n'est pas un effet retrouvé avec les QCM. Et puis comment ne pas mentionner cette publication extrêmement importante qui a fait une revue de la littérature de tous les examens d'évaluation de raisonnement clinique disponibles sur le marché, qui leur a attribué un score
en fonction des éléments majeurs intervenant dans le raisonnement clinique. Et vous voyez que le TCS est bien placé pour la collecte des données, la génération d'hypothèses. Et je suis persuadé que Jean-Paul aura quelques mots à dire en ce qui concerne cette publication et les approches par point clé. Et d'une manière plus globale, il existe maintenant dans la littérature un nombre très important de données récurrentes, concordantes, répétées, qui confirment l'intérêt et la validité de l'utilisation du TCS pour tester la progression de raisonnement clinique au cours du second cycle. Et dans la littérature très clairement, l'utilisation du TCS au cours du deuxième cycle ne fait plus l'objet de débats. En pratique, très rapidement, le meilleur format, on sait que c'est 20 à 25 cas par examen avec 3 questions chacune. Ça peut s'administrer en 1 heure avec un coefficient de fiabilité interne tout à fait correct. On sait aussi que pour un examen sanctionnant par TCS de niveau national, par exemple, 20 à 25 membres du panel suffit largement. C'est certainement beaucoup moins pour les examens facultaires où les enjeux et les exigences ne sont pas les mêmes. On sait aussi que les questions de TCS les plus discriminantes, ce sont celles qui admettent une variabilité répartie autour de 1 à 2 échelles de Likert autour de la valeur majoritaire. On sait aussi qu'on a bien étudié les stratégies de réponse des étudiants et on sait que si les étudiants s'amusent à répondre au hasard, comme ça peut parfois arriver dans ce type d'examen qui semble fermé, standardisé, eh bien, ils sont perdants parce que en moyenne, ils ont des notes inférieures à moins de déviation standard par rapport au score moyen de la cohorte. Donc, il faut bien les informer qu'il n'y a pas d'impact positif à essayer de répondre au hasard. Par contre, ceux qui adoptent la stratégie de répondre le barreau de l'échelle 0 de façon systématique, eux obtiennent des meilleures notes par rapport au corps d'étudiants qui ont été inclus dans ce papier. Donc, ça impose pour les rédacteurs de s'attendre à limiter les questions dont la réponse majoritaire attendue des experts se situerait autour de 0, et dans la limite du possible, à moins de 10% des questions d'un examen par TCS. Une question essentielle actuellement posée, c'est quelle est quelle composition pour le panel de référence? Est-ce que c'est un panel multidisciplinaire, chaque panéliste ne répondant qu'aux questions de sa discipline, ou un panel de disciplines polyvalentes comme médecine d'urgence ou médecine interne ou autre, qui permettrait d'avoir un panel complètement homogène. Les données de la littérature internationale, dont vous voyez un extrait ici, montrent bien qu'il n'y a pas d'impact, quelle que soit la composition du panel, sur la reproductibilité des scores, tel qu'on l'attend pour un examen potentiellement sanctionnant. Mais ce point, effectivement, doit être étayé de façon chiffrée à large échelle dans notre milieu. Alors maintenant, effectivement, pardon, avec SILES, la composition du panel de référence qui pouvait être une difficulté quand on était en format papier est complètement gommée. Vous voyez qu'on peut recruter des membres de sa discipline en dehors de sa faculté, dans sa région au niveau national, du moment qu'ils sont inscrits sur SILES. Le responsable de l'examen peut suivre les experts, la notation. Les experts sollicités reçoivent un mail, un lien directement dans leur boîte mail qui donne accès directement à l'examen qu'ils doivent compléter. Alors effectivement, comme le disait Marc, actuellement à 4 facs, il y avait 400 réponses d'étudiants qui a parfaitement fonctionné en termes d'acceptabilité et d'administration sur SILES, avec des réponses tout à fait stables, mais il faut le tester à plus large échelle. Et effectivement, l'année dernière, comme l'a dit Marc, on était en ordre de marche pour faire un test à une quinzaine de facultés. On avait ciblé les étudiants de FASME 2 sur des matières communes. Le matériel est prêt. Et l'idée, c'était de recruter un très grand nombre d'experts avec des spécialistes, des panels de spécialistes et des experts polyvalents, des PUPH et puis des cliniciens plus expérimentés pour qu'on ait à très large échelle dans notre milieu des vraies études statistiques sur la fiabilité interne, c'est-à-dire le coefficient de cohérence interne, des études de généralisabilité, des études en test-retest pour vraiment solidifier
notre impression qui est très favorable. Et puis pour pouvoir comparer les scores des étudiants avec plusieurs compositions de panels, polyvalents versus par spécialité, jeunes versus vieux, pour qu'on puisse avoir des documents chiffrés pour pouvoir arrêter la composition du panel lorsqu'il faudra réaliser le test à l'échelle nationale. Je terminerai juste à titre d'information. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments publiés, articles, diaporamas ou autres, qui permettent d'avoir des guides de rédaction, des guides d'organisation d'examen par TCS. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup de, de, de limites officielles pour se plonger dans ce type d'examen. Je vous remercie.